Europe 1. On de la raconte. Christophe Ondelatte. Dans l'affaire que je vais vous raconter, je vous le dis d'entrée, vous connaîtrez très vite le nom des assassins. Vous saurez très vite qui, en février 1987, en Savoie, a tué le pauvre curé Fressoz à grands coups sur la tête. Mais pourquoi l'ont-ils tué? Ça, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est tout l'intérêt de cette histoire que je tire à 100% d'un livre écrit par Maître André Salin, qui fut l'avocat de l'un des deux accusés, livre qui s'appelle L'assassinat du curé Fressoz et qui paraît aux éditions Les Passionnés de bouquins. Et c'est avec lui, bien sûr, que je vais débriefer cette histoire dans un autre podcast. J'en ai tiré ce récit avec l'aide de Nicolas Loupien, réalisation Boris Paczynski. Europe 1, Christophe Ondelatte. On est en plein hiver. Il fait un froid de canard ce matin de février 1987 à Vérin-Sarvé, en Savoie. Mais pour Donatienne, pas question de manquer la messe. Ah ça non. Et pourtant on n'est pas dimanche, hein. On est lundi. Mais elle va à la messe tous les jours. Pas à l'église. Le vieux curé Fressoz a 88 ans. Il célèbre la messe tous les matins à 8h30, mais chez lui, dans sa salle à manger. Il fait quand même moins froid qu'à l'église. Et donc Donatienne arrive devant le presbytère et elle y retrouve deux autres grenouilles de bénitier. Bah qu'est-ce que vous faites dehors? Ben, on a sonné 2 fois, je sais pas ce qui se passe, le curé répond pas. Tiens, c'est bizarre. Donatienne décide alors de passer par la cuisine, dont la porte est ouverte. Qu'est-ce qui se passe? Dans la salle à manger, le canapé est renversé. Et dans le couloir, il y a une chaussure devant la porte de la chambre du curé. Elle avance encore. Et elle découvre le curé Fressoz couché sur le sol, mort. Deux inspecteurs de la PJ de Lyon arrivent sur place. Le curé Fressoz, en soutane, est allongé sur le dos. Il a la tête droite, les bras le long du corps, les jambes étendues et un coussin sous le mollet droit. Oh, ils l'ont massacré, ce pauvre curé. Rien à plaie sur le crâne, ils sont pas les mains mortes. Oh, le visage. Wow, regarde, il a été tapé tellement fort qu'on voit à peine ses yeux tellement c'est enflé. C'est un carnage. Du sang a coulé de sa bouche et forme une plaque d'environ 90 cm autour de sa tête. Du sang et du vomi. Et le curé a dû se défendre, il a une coupure sur la main gauche. Ah, docteur, vous êtes là, merci. Dites, on aurait besoin de savoir assez vite à quelle heure ce pauvre homme a été tué. Au moins une évaluation. Écoutez, son corps est encore tiède, mais honnêtement, je pense que c'est à cause de la chaudière à mazout qui est là juste à côté. Je dirais qu'il a été tué hier soir. Pour l'instant, difficile d'être plus précis. La porte de la chambre a manifestement été forcée. Et dans la chambre, le tiroir du haut de la commode du curé est légèrement entrouvert. En revanche, l'armoire ne semble pas avoir été fouillée. Et le bureau non plus. Parce qu'il y a une boîte de pièces dans l'un des tiroirs. L'argent de la quête, sans doute. Et puis dans une autre boîte, il y a tout un tas de billets, 38 970 francs. Et dans un placard, d'autres bifetons pour 329 000 francs. Et des bons d'épargne pour plus de 85 000 francs. Si le curé a été tué pour lui prendre son argent, celui ou ceux qui ont fait ça sont passés à côté du butin. Ça sent l'amateurisme. L'autopsie a lieu le lendemain après-midi. Les deux médecins légistes font la liste des blessures. Il y en a sur tout le visage, notamment sur la joue gauche, puis sur la tempe droite. Il y a une grosse contusion au-dessus de l'œil gauche,
des plaies aux lèvres, d'autres sur les gencives, et donc, conclusion, à la suite de coups portés à la face avec un objet contondant, mais je ne suis pas en mesure de vous dire lequel, le pauvre curé est mort d'une hémorragie ménagère très importante, qui a entraîné un coma, doublé d'une inhalation de débris alimentaires. Bref, le curé a été battu à mort. Une enquête de voisinage commence et elle est très vite payante. Le patron du café Lombard, qui est juste en face de la mairie, a eu hier 2 clients louches. Bon ils sont arrivés vers midi et quart, je dirais. 2 jeunes, je sais pas, environ 25 ans, peut-être un peu plus. Un blond, avec des cheveux courts d'environ 1m80, mince, avec un blouson de cuir. Et puis un autre plus petit et plus gros, brun, avec des cheveux raides et un anorak foncé, noir, marron, je me souviens plus, mais foncé. Et alors ils sont revenus tous les deux dans l'après-midi, vers 3 heures. Et là il y a un truc qui m'a surpris. Celui qui avait le blouson la première fois le matin, et ben là il en avait plus. Il était en pull, avec le froid qu'il faisait, je trouvais ça bizarre. Alors ils sont installés au comptoir, et puis ils ont commandé 2 bières. Et puis ils sont repartis vers 4 heures en me demandant où ils pourraient trouver un taxi. Ils m'ont dit que leur voiture était en panne. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et d'autres les ont vus, ces deux-là. Notamment la patronne d'un restaurant chez qui ils sont arrivés à 2 heures de l'après-midi pour déjeuner. Bon ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont portés sur la boisson, parce qu'ils m'ont commandé 2 ricards chacun d'entrée. Ensuite, ils ont pris un pichet de blanc. Ensuite, une bouteille de rouge à table. Et après, des digestifs. Et vous en payez comment ? Avec un chèque au nom d'une femme. J'ai trouvé ça bizarre. Vérification faite. Le chèque correspond à un chèque qui est volé la veille dans une voiture. D'autres les ont vus dans le village. Une femme, notamment, qui, elle aussi, a été étonnée que le plus petit des deux ait son anorak sur l'épaule, alors qu'on se caillait les miches. Et puis, quand je suis arrivé à leur hauteur, j'ai vu qu'il y avait des taches sur cet anorak. On aurait dit... Franchement, on aurait dit des taches de sang. Un patron d'hôtel-restaurant du village à côté, lui, les a vus vers 18h30. Ils m'ont demandé une chambre. Vu leur tête, je leur ai dit que l'hôtel était complet. Je sais pas quoi, ils étaient bizarres. C'est pour ça. Mais bon, ils sont quand même restés au bar. Je leur ai servi, je crois, 3 ricards chacun. Ça se confirme. Sacré duo d'alcoolo. Ensuite, ils sont allés à Moutier, en taxi, et ils ont pris une chambre à 2 lits à l'hôtel Terminus, sous le nom de Michel Vallée. La femme de ménage de l'hôtel n'est pas prête de les oublier. Quand ils sont partis, j'ai fait la chambre. Et sous le matelas de l'un des 2 lits, j'ai trouvé un blouson gris clair qui était tout taché comme du sang, si vous voulez. Vous l'avez gardé, ce blouson ? Bien sûr, bien sûr. Où je l'ai mis ? Ah voilà, c'est celui-là, tenez. Les policiers fouillent les poches. Ils y trouvent un limonadier. Vous savez, c'est ce truc qui fait à la fois tire-bouchon, décapsuleur et petit canif. Et si c'était l'une des armes du crime ? Les 2 hommes sont assez vite identifiés. Le premier s'appelle Michel Vallée. Il est arrêté chez un ami à Saint-Étienne. Et le second se nomme Francis Vatio. Introuvable pour l'instant, mais pas longtemps. Sa photo sort dans la presse, un homme le reconnaît, et il est interpellé à sa sortie d'un café. Ce sont 2 alcooliques, ça se confirme. Et 2 hommes sacrément abîmés par la vie.
Bon, je commence par lequel? Celui que tu veux, vas-y. Ok, alors je commence par Michel Vallée. 32 ans. Né dans le Pas-de-Calais. Sa mère quitte la maison quand il a 2 ans. Il l'a jamais revu. Son père se met à la colle avec la voisine. Tout ce monde vit dans une maison qu'on m'a décrite comme insalubre, sans eau, sans électricité. Il quitte l'école à 16 ans. Il fait plein de petits boulots. Il est serveur, il est teinturier, il est maçon. Et puis il se met à fréquenter les bistrots. Et donc c'est là qu'il rencontre sa femme, qui finit par le virer parce qu'il dépense tout son salaire dans la boisson et dans le tiercé. Et que par ailleurs il la frappe. Et qui contracte des crédits qu'il ne rembourse jamais. Voilà. Un point positif quand même, beaucoup de gens m'ont parlé d'un gars serviable et même généreux. Bon voilà quoi. On peut être alcoolo, avoir des qualités, non? On est d'accord. Et l'autre alors? Francis Vatio, 28 ans, né dans le Pas-de-Calais lui aussi, dans la même commune. 4e d'une fratrie de 6 enfants, père mineur de fond, mère au foyer, bien sûr, avec 6 gosses. D'après ce qu'on m'a dit, c'est au service militaire qu'il se met à picoler. Il termine son service, il trouve du travail, et il se fait virer pour avoir frappé le chef d'équipe alors qu'il était sous comme un cochon. Une semaine plus tard, il se marie, et, comme l'autre, très vite, sa femme le quitte, parce qu'il picole, et parce qu'il la frappe. Et puis il y a 3 ans, il va rendre visite à la voisine de ses parents, 61 ans, il finit par l'agresser avec une pelle à charbon, pour lui prendre son argent. Il est arrêté. Il est condamné à 8 mois de prison. Il sort de prison, il se met à voler. Nouvelle condamnation, 5 mois. Et puis après, il prend la route et il devient SDF, quoi. Tendance routard. On le signale à Paris, à Orléans, à Châteauroux, à Vierzon, à Tulle. Il dort dans des accueils de nuit, parfois chez des curés. Et puis il finit par atterrir à Chambéry, où il retrouve son copain d'enfance, Michel Vallée. Voilà le tableau. Ah oui, sacré tableau. Et maintenant, la question. Qui a fait quoi? Lequel des deux a tué le curé? Michel Vallée ou Francis Vatio? Ou les deux? Et question subsidiaire. Pourquoi l'ont-ils tué? Les voilà tous les deux face aux policiers, chacun dans un bureau. Et d'entrée, ils posent leur carte maîtresse sur la table. Je résume, c'est pas moi, c'est lui. Oh, ben c'est Francis qui l'a frappé, le curé. Moi j'étais là, mais j'ai rien fait. Bon, d'accord, c'est moi qui ai frappé le curé. Mais c'est quand même Michel qui a eu l'idée. Ah bah oui, c'est lui qui a eu l'idée. Mais au fait, pourquoi sont-ils allés chez le curé? Michel Vallée d'abord. Bah, pour qu'il nous donne un peu d'argent, parti. Au début, il nous a donné quelques pièces et puis du pain et du fromage. Mais c'est tout quoi, alors on est revenu au presbytère, on a sonné, il est venu ouvrir. Quand il a vu Francis, il a voulu fermer la porte, mais Francis, il a poussé la porte, il l'a fait tomber dans le couloir, et il lui a dit, donne-moi ton fric. Et là, il s'est mis à le taper. Et moi, j'ai essayé de l'arrêter, mais il me repoussait, alors je pas insisté. Et lui, il a continué. Et à la fin, il a frappé sa tête au sol jusqu'à ce qu'il bouge plus. Et puis après, on a fouillé les revues qu'il y avait sur une étagère, et on a trouvé 2500 francs. Et j'ai dit à Francis, je lui ai dit, il est mort le curé. Il m'a dit, oh ben j'en ai rien à foutre. Mais moi, je vous le redis, hein, j'ai pas touché. Hein. C'est Francis, il a tout fait. Et maintenant, la version de Francis Vatio. Bon, quand le curé nous a ouvert la première fois, je lui ai demandé un sandwich. Il nous a donné une grande tartine avec du jambon et de la mortadelle. On a le manger dehors, avec un peu de vin qui nous restait. Et puis après, c'est Michel qui a eu l'idée. Il m'a dit, et si on se faisait le curé? Je lui ai dit, ça va pas, non? Et puis bon, voilà, on y est allé, il a ouvert, je lui ai mis la main sur la bouche pour pas qu'il crie, et après j'ai voulu enfermer à la cave, et puis lui prendre l'argent. Et c'est là que Michel, il m'a dit, mieux vaut le tuer, Francis. Il m'a dit, vaut mieux le tuer, Francis, parce qu'il y a que les morts qui parlent pas. Moi, j'étais pas d'accord avec ça. Moi, j'en ai connu plein de curés, ils m'ont toujours bien accueilli. Mais bon, il y a un moment, il faut reconnaître, il s'est mis à crier au secours.
Et Michel, il me disait, achève-le, tue-le ou bien va parler. Là, bah, je lui ai mis des coups de poing sur la figure, et après, je l'ai frappé sur la figure avec une chaise, et puis après, je lui ai claqué la tête 2 ou 3 fois sur le plancher. Et c'est là, Michel, il m'a dit, je vais le finir. Et c'est lui, il lui a donné 2 grands coups de pied dans la figure. Et après, il m'a dit, bah, ça y est, quoi, on l'a fini, quoi. Le juge organise une reconstitution sur place, dans le presbytère, pour tester la version de l'un et de l'autre. Ils ne se souviennent pas de tout, parce qu'ils avaient bu. Donc, à un moment, vous vous retrouvez à 3 dans la chambre. Vous 2 et le curé Fressos. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, monsieur Vallée? Bah, Francis, il me demande de l'aider à le ligoter. Moi, je lui dis, je suis pas d'accord. Il me dit, si t'es pas content, t'as qu'à t'en aller. Et donc, je sors dans le couloir, et puis j'y reste. Mais il revient me chercher, il me dit, fais pas le con, viens. Moi, c'est faux, ça. Moi, je me souviens pas que Michel est sorti pour aller dans le couloir, contrairement à ce qu'il dit. Oh, il était d'accord avec moi pour ligoter le curé et le bâillonner. Parce que moi, je voulais le mettre à la cave. Et c'est lui qui m'a dit, tue-le, il va parler, on va être pris. C'est pas vrai. J'ai jamais dit de tuer le curé. Mais si, tu m'as dit, tue-le. Tu m'as même dit, il y a que les morts qui parlent pas. Quand j'ai commencé à frapper, je t'entendais répéter cette phrase. Et après, je veux quand même dire que juste avant de partir, Michel, toi là, tu lui as donné 2 coups de pied à la tête au curé. Oh, c'est faux. J'ai jamais dit à Francis, tue-le, il y a que les morts qui parlent pas. Et j'ai pas donné de coups sur la tête, c'est n'importe quoi. Monsieur Vathiou, vous souvenez-vous si monsieur Vallée a essayé de vous repousser alors que vous frappiez la victime? Je m'en souviens pas, mais je pense pas, non. Bah, il ment. J'ai essayé 2 fois de le repousser. Mais j'y suis pas arrivé. Et c'est à ce moment-là que je suis parti. Oh, n'importe quoi. Je suis pas resté seul avec le corps du curé, jamais. Quand vous quittez la pièce, la victime est-elle morte, monsieur Vallée? Oh, bah non. Elle respirait toujours. Mais quand même mal. On sentait qu'elle commençait à s'étouffer. Qu'il n'y avait plus rien à faire, quoi. Et vous n'avez pas eu l'idée de chercher des secours? Bah, j'ai eu l'idée de le faire, mais c'est monsieur Vathiou, il me l'a interdit. Etc. C'est pas moi, c'est lui. Non, c'est pas moi, c'est lui. Pas facile pour le juge d'y voir clair, n'est-ce pas? Et maintenant, la question inévitable. Dans quel état psychologique et psychiatrique sont ces deux-là? Et comment encaissent-ils le crime qu'ils ont commis? Un peu plus d'1 an après les faits, Michel Vathiou écrit une lettre de 6 pages à ses parents, dont bien sûr, la prison transmet une copie au juge. Je laisse la justice en décider les conséquences et je veux que le verdict me donne une peine extrêmement sévère, cela veut dire la prison à perpétuité. Et ce n'est pas encore assez sévère pour avoir fait subir une telle violence sur une personne âgée innocente, pleine de santé et aimée de toute la population. Je veux que Dieu, s'il existe, ne me pardonne jamais pour avoir commis un acte aussi crapuleux. Ma justice, c'est d'assumer la prison jusqu'à l'âge de 86 ans et ensuite me ficeler les bras jusqu'aux jambes et me rouer de coups pour que la mort me vienne doucement jusqu'à l'enfer. Et il ajoute, me suicider maintenant serait lâche de ma part et envers la société. Et pourtant, 1 mois plus tard, Vathiou fait une tentative de suicide en prison. Il avale, écoutez bien, 7 à 8 lames de rasoir jetables. Faut être sacrément au fond du trou pour gober comme ça des lames de rasoir. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7. Après quoi, il écrit au juge d'instruction.
Si je continue à vivre, je ne pourrai pas me remettre du choc, et c'est pour ça que je préfère faire justice moi-même, et les gens peut-être approuveront mon courage, même que la justice me mettrait une peine de 20 ans, de 10 ans ou de 2 ans, cela ne changerait pas grand-chose pour moi. J'en ai marre de ce mauvais cauchemar. Et dans la foulée, le juge d'instruction le réinterroge une dernière fois. Je n'arrive plus à supporter l'idée de ce que j'ai fait. C'était une personne âgée qui a beaucoup souffert avant de mourir par ma faute. J'arrive plus à supporter cette idée. Je fais des cauchemars en prison. En prison, j'ai peur de tout le monde. Et d'ailleurs, j'ai toujours l'intention de me faire justice moi-même pour payer ma dette. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Une semaine après ce dernier interrogatoire, dans la nuit, lors d'une ronde, Francis Vathiau est découvert allongé sur le sol au fond de sa cellule avec un lacet autour du cou. Il a voulu se pendre, mais le lacet a craqué. Que retenir de tout ça ? Eh bien d'abord que Francis Vathiau n'est pas un psychopathe. Il est sincèrement affecté par le crime qu'il a commis. Mais ça n'exclut pas qu'il soit malade psychiatrique. Le juge se tourne alors vers une experte psychiatre et une experte psychologue. Et voilà ce que ces deux femmes concluent. Disons qu'il a un contact particulier, voire bizarre, très poli, mais le regard fixe, le visage figé, le corps entier rigide à tel point qu'on pourrait penser qu'il est sous traitement médicamenteux. Et au cours de nos conversations, est apparu chez lui l'existence d'un délire. Monsieur Vathiau vit dans un monde qui est peuplé de persécuteurs, de personnes, parfois même d'animaux, qui lui en veulent et qui risquent à tout moment de lui faire mal, de le battre ou de le tuer. Et dans ce cadre, on peut penser qu'il a vu le prêtre comme un persécuteur et que son état délirant l'a alors conduit à des gestes meurtriers dans une attitude folle d'autoprotection en face d'un agresseur imaginaire terrifiant. Autrement dit, il était en état de démence au moment des faits. Il n'est pas responsable de ses actes. On ne peut pas le juger. Il faut l'envoyer à l'hôpital. On va quand même vérifier, se dit la juge. Alors elle demande à un autre duo de psychiatres de se pencher sur son cas. Et bien sûr, ils ne sont pas d'accord et ils l'écrivent dans leur rapport. Monsieur Vathiau présente de façon indéniable des troubles sévères de la personnalité qui viennent se compliquer d'un alcoolisme chronique. Néanmoins, sa responsabilité demeure pleine et entière. Son alcoolisation ne peut en aucun cas être considérée comme ayant amoindri sa capacité criminelle. Il n'était pas en état de démence au moment des faits, mais une certaine atténuation de sa responsabilité peut lui être reconnue. Donc, les psys ne sont pas d'accord. Ce qui est un grand classique. Science molle. Science chamallow. Alors pour trancher, la juge se tourne vers un autre expert psychiatre qui, lui, vient dire qu'il n'est pas délirant, qu'il est juste violent quand il a bu, mais qu'il n'était pas en état de démence et qu'on peut donc le juger. Sauf que quelques jours plus tard, en prison, il se met à manger ses excréments, son caca, autrement dit. Et donc, 4e expertise psy, verdict, il est dépressif, il est borderline, mais on peut le soigner et donc on peut le juger. Un mot sur l'état psy de Michel Vallée, avant d'aller au procès. Les experts le décrivent comme un passif, un homme influençable, un spectateur. Mais ils disent aussi que rien de tout ça ne peut minimiser sa responsabilité. Et donc,
eh ben, ils sont renvoyés tous les deux devant la cour d'assises. Pour meurtre avec préméditation, autrement dit pour assassinat. Ils encourent tous les deux la perpétuité. Le procès s'ouvre en février 1990 à Chambéry. Quand Francis Vathiau entre dans le box, on dirait un zombie. Il est bourré de neuroleptiques. 5 comprimés d'Aldol et de Valium 3 fois par jour. Il est incapable de répondre aux questions qu'on lui pose. Il ne se souvient même plus du prénom de ses frères et sœurs. Seul Michel Vallée est capable de répondre. Ce qui, objectivement, favorise sa version. C'est pas moi, c'est lui. L'avocat de Vathiau tente un coup, en pure perte. Mon client est renvoyé devant cette cour d'assises pour meurtre avec préméditation. C'est la question qui sera posée au juré, alors même que la préméditation n'est pas établie, pas plus d'ailleurs que l'intention de donner la mort. Je souhaiterais donc que la Cour pose lors du délibéré une question subsidiaire. Francis Vathiau a-t-il commis des coups et violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner? Pas un meurtre, pas un assassinat. Des coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. L'avocat général fait un bond dans son fauteuil. Vous avez un sacré toupet, maître Salon. Et sans surprise, la demande de l'avocat n'est pas retenue. Il faut dire qu'entre-temps, le président a fait circuler parmi les jurés les photos de l'autopsie et du visage tuméfié du curé Fressoz. Et à la fin, c'est l'avocat de la famille du curé qui plaide en premier. Jean Fressoz a exercé son sacerdoce pendant 61 ans, dont 50 au service de la paroisse de Vérin-Sarvé, ce qui lui a valu le surnom de Père éternel. À l'issue de sa vie tout entière au service des autres, on peut dire qu'il a vécu à sa manière le calvaire du Christ. Mais faut-il pour autant pardonner à ceux qui l'ont tué parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? Bonne question, mais qui ne s'adresse qu'aux jurés catholiques. L'avocat général prend ensuite la parole pour un réquisitoire qui dure près de 2 heures. Je refuse de dissocier la responsabilité de Vathiau de celle de Vallée. Je vous rappelle ici les conclusions du psychiatre. L'entraînement de l'un par l'autre et de l'autre par l'un est allé jusqu'au bout, dit le psychiatre. Et donc je vous demande, au moment de délibérer, de penser aux photos de la victime baignant dans son sang. Et dès lors, vous condamnerez les 2 accusés à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 15 ans pour Michel Vallée et de 30 ans pour Francis Vathiau. L'avocat de Francis Vathiau, maître Salon, se lève. Il est le dernier à plaider. On a retenu, tout au long de l'instruction et jusqu'à maintenant, l'intention de tuer de la part de mon client. Mais avait-il vraiment l'intention de tuer? Sachant qu'il a été question au départ de ligoter l'abbé, de bâillonner l'abbé. Et que par ailleurs, tous les 2 ont cessé de fouiller après avoir frappé l'abbé Fressoz, en laissant derrière eux 130 000 francs en espèces et 300 000 francs en bons anonymes. 3 heures plus tard, la cour d'assises rend son verdict. Francis Vathiau et Michel Vallée sont condamnés tous les 2 à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une
très légère différence. Vatio prend 25 ans de sûreté et Vallée 5 ans de moins. Dans cette histoire, les experts psychiatres ont dit, après moult tergiversations, que Francis Vatio n'avait pas d'excuse, qu'il ne souffrait d'aucune maladie mentale qui excuse son crime. Et donc, il a été jugé comme un kidam moyen et condamné comme un kidam moyen. Alors laissez-moi vous raconter la suite. Savez-vous où Francis Vatio a purgé sa peine à perpétuité? En prison? Vous n'y êtes pas du tout. Il a passé la totalité de sa détention à l'hôpital psychiatrique de Cadillac, près de Bordeaux. La totalité. À part ça, il n'était pas malade mental. Où allez-vous chercher ça? Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'enquête sur le meurtre en 1987 en Savoie du curé Fressoz, un prêtre de 88 ans tué par 2 SDF vagabonds alcooliques qui s'appellent Michel Vallée et Francis Vatio, lesquels ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Et c'est une histoire que j'ai entièrement tirée d'un livre aux éditions Les Passionnés de bouquins qui s'appelle L'assassinat du curé Fressoz, livre écrit par un acteur direct de cette affaire, l'avocat de Francis Vatio, maître André Salin, qui est par ailleurs écrivain et avec lequel je débriefe naturellement cette histoire. Et vous êtes là, maître Salin, avec moi. D'abord, il faut que vous nous racontiez comment vous êtes devenu l'avocat de Vatio. Parce que si j'ai bien compris, ça n'a pas été une évidence. Hein. Oui, effectivement, j'ai été pressenti par le bâtonnier d'Albertville. Lorsque Vatio, donc il fallait lui désigner un avocat, et j'étais le quatrième puisque 3 confrères précédemment avaient décliné la proposition du bâtonnier, et ce en soulevant la clause de conscience. Très certainement parce que c'était des confrères qui étaient de confession catholique et très pratiquants, et de ce fait, je peux très bien comprendre qu'ils aient pu refuser. Moi, je n'étais pas dans ce cas, je suis plutôt agnostique, et bien sûr, ce n'est pas parce que je voulais défendre le curé pour lui donner raison, défendre Vatio pour lui donner raison, mais parce que j'estimais que nous devions défendre même l'indéfendable en tant qu'avocat, selon notre serment. C'est une règle qui n'est pas toujours appliquée. Il y a quand même beaucoup d'avocats qui se défilent, quoi. Et vous vous êtes dit, je ne me défilerai pas. Tout à fait. J'estimais que c'était de mon devoir de le faire. Et je comprends très bien, effectivement, les réticences de mes confrères, en raison précisément de la confession religieuse à laquelle qu'ils pratiquaient, et en raison aussi de la personnalité de la victime. Alors justement, sa personnalité, quand vous le rencontrez la première fois, comment ça se passe? Comment est-il? Quel contact arrivez-vous à nouer ou à ne pas nouer avec lui? Ça a été très difficile de nouer effectivement un contact avec M. Vatio. En réalité, il était du même aspect que l'ont décrit les premières expertes, qui l'avaient vu d'ailleurs une quinzaine de jours avant que j'aille le visiter pour la première fois. Comme vous le disiez tout à l'heure, il paraissait très poli, il avait le regard fixe, le visage figé, le corps rigide. C'était la description qui était retenue par ces expertes. Et pour moi, ça a été le même cas. Il était très peu prolixe, il semblait dépressif. Et pour obtenir des réponses de sa part, des explications, il a fallu que je lui pose des questions. Voilà le contexte dans lequel j'ai eu affaire à Vatio, très difficilement et jusqu'à la fin d'ailleurs. Est-ce que lors de votre première rencontre, il exprime des remords? Parce qu'il va le faire à plusieurs reprises, on l'a bien entendu. Il va même jusqu'à mettre sa propre vie en jeu, en disant « j'ai été abominable, je mérite pas de vivre ». Mais est-ce qu'au premier contact, il exprime des remords? Ah, tout à fait. Dès le premier contact, le premier entretien qu'on a eu avant le 29 mai, où il a comparu pour la seconde fois devant le juge, mais cette fois-ci assisté par ma personne, effectivement, il exprimait déjà des remords, et c'est là effectivement que c'est très certainement lié
à l'aspect dépressif qu'il avait. Et il n'en revenait pas, il ne pouvait pas admettre, je dirais, la monstruosité de l'acte qu'il avait commis envers le curé Fressos, d'autant plus qu'il quémandait souvent auprès des curés. Quand on prend un dossier d'une telle violence, Maître Salin, bon, il n'y a pas grand-chose à jouer, c'est-à-dire que on est d'accord qu'on sait d'avance qu'il va prendre perpète. Alors, on peut l'imaginer effectivement, mais ce que j'ai essayé de comprendre, c'était d'abord la raison de son acte, le motif, comment il a pu arriver à frapper et tuer ce prêtre. Et personnellement, j'étais convaincu qu'il avait un problème mental. D'ailleurs, il l'a évoqué avec moi dès la première fois, ce délire satanique qu'il avait, qui a été décrit par les premières expertes. Et donc, pour moi, c'était une personne qui n'avait pas toute sa raison. D'ailleurs, son état mental était difficile à appréhender, puisque, comme vous l'avez évoqué, il y a eu 4 expertises qui ont été faites, dont 2 qui ont été faites en duo. C'est une histoire, Maître Salin, qui montre une fois de plus que les expertises psychiatriques sont aléatoires. Ce qu'on peut admettre intellectuellement, c'est-à-dire que, est-ce que vous diriez comme moi que la psychiatrie est une science difficile et que faut faire avec? Eh bien, je dirais tout simplement qu'effectivement, la psychiatrie n'est pas une science exacte. Elle peut varier, donc les appréciations peuvent varier d'un psychiatre à un autre ou également d'un psychologue à un autre, et c'est effectivement difficile de dire que ce serait une science exacte. Et on peut admettre que les psychiatres puissent se tromper. C'est ce qui est arrivé effectivement dans plusieurs cas. Le problème, c'est qu'ils ont un rôle central dans ce genre de procès, parce que ce sont eux qui disent on juge ou on juge pas. Vous pouvez l'envoyer à l'hôpital psychiatrique ou vous pouvez l'envoyer en prison. On leur demande de trancher. Or, leur science est molle. Il y a un problème, là. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est d'autant plus un problème lorsque les experts ne sont pas d'accord entre eux. Ce n'est pas parce que, voilà, ce qui est le cas en l'espèce. Et je dirais que le temps a donné raison à ces psychiatre qui disait que c'était quelqu'un qui était très probablement en état de démence au moment des faits. Et oui, en ce qui concerne en tout cas Vecchio, puisqu'il purge sa peine intégralement à l'hôpital psychiatrique de Cadillac, en UMD, c'est-à-dire en unité pour malades difficiles, fermée. Tout à fait, jusqu'en 2014. Il est sorti en 2014 et ensuite il est resté à Cadillac, il s'est installé à Cadillac et il a vécu une vie normale, je dirais, jusqu'à la fin 2018, date à laquelle il est décédé. Et entre-temps, il avait appris pendant donc son séjour à cette unité pour malades difficiles, il avait appris à dessiner, à jouer de la guitare, à améliorer plutôt sur la guitare puisqu'il la connaissait déjà, et également à faire de la peinture. Donc, on résume, c'est un type qui n'est pas malade mental selon une majorité des psychiatres qui l'ont examiné, mais qui purge la totalité de sa peine dans une unité pour malades difficiles, une sorte de prison psychiatrique fermée, ce qui dit qu'il était malade mental. On est là face à un échec, quoi. Ah, tout à fait, mais en définitive, dans les faits, il s'est retrouvé là où il aurait dû se trouver. S'il n'aurait pas été jugé et déclaré coupable, il aurait atterri certainement dans un hôpital psychiatrique en restant interné tant qu'il n'était pas en mesure de sortir et de ne plus être dangereux pour les autres. Vous ne pensez pas que ce qui se cache derrière tout ça, c'est une peur de l'opinion publique, c'est-à-dire comment expliquer à l'opinion que des gens qui ont commis une telle atrocité ne sont pas responsables de ce qu'ils ont fait? Je pense que c'est le caractère monstrueux de l'acte qui a été commis sur une victime de 88 ans, de surcroît un prêtre qui était très apprécié dans la région, dans sa paroisse et même au-delà, et que cela a très fortement impressionné l'opinion. L'opinion, je dirais, la population locale et au-delà de la population locale, et même d'ailleurs très certainement des magistrats qui ne pouvaient pas admettre que cette personne puisse échapper à la justice. Au-delà de la question de la maladie mentale, est-ce que l'autre sujet, c'est pas l'alcool? Est-ce que finalement, le sujet principal, c'est pas l'alcool?
Ah, très certainement, puisque il n'y aurait pas eu l'alcool, il n'aurait pas eu l'alcool était un désinhibiteur en ce qui le concerne. Il n'y aurait pas eu l'alcool, il n'aurait pas eu ce délire satanique au moment des faits. Et donc, de ce fait, il n'aurait pas agi de façon violente envers ce prêtre qu'il l'a assimilé à un moment donné, très certainement pendant les faits, à un persécuteur, comme le disent les experts. Et donc, très bien sûr que l'alcool a un rôle important dans cette affaire pour ce qui concerne la survenance de ces faits. Mais enfin, en même temps, on peut pas dire que tous les gens qui boivent ont une excuse au regard de ce qu'ils font quand ils ont bu. Mais là, l'alcool, vous dites-vous, est un désinhibiteur, c'est-à-dire il est malade mental et l'alcool précipite son passage à l'acte. Voilà, c'est ce qui a été décrit d'ailleurs par les premières expertes. Effectivement, ça allait en ce sens-là. Alors, ceci dit, on pouvait aussi discuter sur l'intention de tuer, comme vous l'avez d'ailleurs rappelé dans votre récit. Est-ce qu'ils avaient vraiment l'intention de le tuer ou tout simplement de le voler et ensuite de le neutraliser en le ligotant le temps qu'il puisse s'enfuir? Ce qui nous amène à parler, Maître Salin, de Michel Vallée, qui est donc le deuxième acteur de cet assassinat. Vous laissez entendre dans votre livre que finalement, bon, c'est une chiffre molle, c'est un personnage, c'est un suiveur. C'est pas ce que disent les jurés à la fin. Au fond, ils le condamnent à perpétuité, lui aussi, avec un tout petit hiatus concernant la peine de sûreté. Donc, il a un rôle de suiveur. Pour vous, Michel Vallée, ou au contraire, il est la clé de l'assassinat? Je ne pense pas qu'il était simplement un suiveur. C'est quelqu'un, effectivement, qui a pu être impressionné par le comportement de Vatio. Mais, vous savez, vous avez des suiveurs qui, en même temps, encouragent celui qui agit. Et en l'espèce, je pense que ça a été le cas pour Vallée, qui, bien sûr, suivait Vatio, mais l'a encouragé à certains moments. Donc, ce n'est pas seulement un suiveur passif, mais il peut avoir encouragé Vatio à frapper le curé et éventuellement aller au-delà des coups qu'a donné Vatio. Donc, manifestement, les jurés ont été convaincus de ça, en tout cas. Moi, j'ai compris dans ce sens-là, à partir du moment où, précisément, ils ont augmenté de 5 ans sa peine de sûreté qui était requise. L'avocat général demandait 15 ans, ils l'ont porté à 20 ans. Et ils ont baissé, pour ce qui concerne Vatio, de 30 ans, qui était le maximum d'ailleurs, à 25 ans. Donc, ils ont voulu rapprocher, en fait, les deux accusés de la même peine de sûreté, tout en considérant que Vatio avait un rôle plus important au moment des faits pour le fait de frapper le curé et le frapper à mort. Et on va rappeler qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'appel en cour d'assises, et donc le verdict était définitif. Ah, tout à fait. Effectivement, il n'y avait pas d'autre solution que d'accepter la décision telle qu'elle avait été rendue. Vous avez raconté brièvement tout à l'heure que quand il quitte l'UMD pour malade difficile de Cadillac, Francis Vatio, qui a appris la peinture à l'hôpital et s'est perfectionné en guitare, va se mettre à faire de la peinture, même à donner quelques petits concerts. Ça veut dire ça, Maître Salin, que vous avez gardé le contact avec lui? Alors, je n'ai pas gardé contact avec lui, mais ce sont des personnes qui m'avaient contacté pour m'en parler, et c'est comme ça que j'ai eu ces informations. Effectivement, d'après, vous verrez dans le récit que vous avez fait, effectivement, Vatio, quand il est interpellé, il a une guitare en sa possession qu'il avait acheté. C'était donc un fan de guitare et il jouait très bien de la guitare même au moment des faits, puisque celui qui l'avait hébergé avait dit qu'il jouait aussi au domicile et qu'il jouait très bien de la guitare. Et là, on retrouve Vatio à Cadillac à partir de 2014 et il va même d'ailleurs animer ce qu'on appelait à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, la journée mondiale du disque vinyle dans une librairie à Cadillac. Parce qu'en fait, il a vécu, il s'est installé en sortant de l'hôpital, juste à côté de l'hôpital, quoi. Tout à fait. Il n'était pas loin de l'hôpital. Il y avait aussi une personne qui l'assistait, qui le suivait à l'extérieur, et c'est par cette personne que j'ai pu effectivement avoir ces informations.
Je vous remercie infiniment, Maître Salin, d'abord pour ce livre, parce que si tous les avocats faisaient des livres sur les affaires qui les ont passionnés, pour nous, ça serait une mine d'or. Mais vous l'avez fait, je vous en remercie du fond du cœur. Je rappelle le titre de ce livre, L'assassinat du curé Fressoz, aux éditions Les Passionnés de bouquins, par Maître André Salin. Ça se dit à l'oral, Salonne, ça se dit à l'écrit. Merci infiniment. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.